Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, vue générale du sujet. Cette société nouvelle que j'ai cherché à peindre et que je veux juger ne fait que de naître. Le temps n'en a point encore arrêté la forme. La grande révolution qui l'a créée dure encore. Et dans ce qui arrive de nos jours, il est presque impossible de discerner ce qui doit passer avec la révolution elle-même et ce qui doit rester après elle. Le monde qui s'élève est encore à moitié engagé sous les débris du monde qui tombe, et au milieu de l'immense confusion que présentent les affaires humaines, nul ne saurait dire ce qui restera debout des vieilles institutions et des anciennes mœurs, et ce qui achèvera d'en disparaître. Quoique la révolution qui s'opère dans l'état social, les lois, les idées, les sentiments des hommes, soit encore bien loin d'être terminée, déjà on ne saurait comparer ces œuvres avec rien de ce qui s'est vu précédemment dans le monde. Je remonte de siècle en siècle jusqu'à l'Antiquité la plus reculée. Je n'aperçois rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Cependant, au milieu de ce tableau si vaste, si nouveau, si confus, j'entrevois déjà quelques traits principaux qui se dessinent, et je les indique. Je vois que les biens et les maux se répartissent assez également dans le monde. Les grandes richesses disparaissent. Le nombre des petites fortunes s'accroît. Les désirs et les jouissances se multiplient. Il n'y a plus de prospérités extraordinaires ni de misères irrémédiables. L'ambition est un sentiment universel. Il y a peu d'ambitions vastes. Chaque individu est isolé et faible. La société est agile, prévoyante et forte. Les particuliers font de petites choses et l'État d'immenses. Les âmes ne sont pas énergiques, mais les mœurs sont douces et les législations humaines. S'il se rencontre peu de grands dévouements, de vertus très hautes, très brillantes, très pures, les habitudes sont rangées, la violence rate, la cruauté est presque inconnue. L'existence des hommes devient plus longue et leur propriété plus sûre. La vie n'est pas très ornée, mais très aisée et très paisible. Il y a peu de plaisirs très délicats et très grossiers, peu de politesse dans les manières et peu de brutalité dans les goûts. On ne rencontre guère d'hommes très savants, ni de populations très ignorantes. Le génie devient plus rare et les lumières plus communes. L'esprit humain se développe par les petits efforts combinés de tous les hommes, et non par l'impulsion puissante de quelques-uns d'entre eux. Il y a moins de perfection, mais plus de fécondité dans les œuvres. Tous les liens de race, de classe, de patrie se détendent. Le grand lien de l'humanité se resserre. Si parmi tous ces traits divers, je cherche celui qui y paraît le plus général et le plus frappant, j'arrive à voir que ce qui se remarque dans les fortunes se représente sous mille autres formes. Presque tous les extrêmes s'adoucissent et s'émoussent. Presque tous les points saillants s'effacent pour faire place à quelque chose de moyen, qui est tout à la fois moins haut et moins bas, moins brillant et moins obscur que ce qui se voyait dans le monde. Je promène mes regards sur cette foule innombrable composée d'êtres pareils, où rien ne s'élève ni ne s'abaisse. Le spectacle de cette uniformité universelle m'attriste et me glace, et je suis tenté de regretter la société qui n'est plus. Lorsque le monde était rempli d'hommes très grands et très petits, très riches et très pauvres, très savants et très ignorants, je détournais mes regards des seconds pour ne les attacher que sur les premiers, et ceci réjouissait ma vue. Mais je comprends que ce plaisir naissait de ma faiblesse. C'est parce que je ne puis voir en même temps tout ce qui m'environne qu'il m'est permis de choisir ainsi et de mettre à part parmi tant d'objets ce qu'il me plaît de contempler. Il n'en est pas de même de l'être tout-puissant et éternel, dont l'œil enveloppe nécessairement l'ensemble des choses et qui voit distinctement, bien qu'à la fois, tout le genre humain et chaque homme. Il est naturel de croire que ce qui satisfait le plus les regards de ce Créateur et de son conservateur des hommes
Ce n'est point la prospérité singulière de quelques-uns, mais le plus grand bien-être de tous. Ce qui me semble une décadence est donc à ses yeux un progrès. Ce qui me blesse lui agrée. L'égalité est moins élevée peut-être, mais elle est plus juste, et sa justice fait sa grandeur et sa beauté. Je m'efforce de pénétrer dans ce point de vue de Dieu, et c'est de là que je cherche à considérer et à juger les choses humaines. Personne sur la terre ne peut encore affirmer d'une manière absolue et générale que l'état nouveau des sociétés soit supérieur à l'état ancien. Mais il est déjà aisé de voir qu'il est autre. Il y a de certains vices et de certaines vertus qui étaient attachés à la constitution des nations aristocratiques et qui sont tellement contraires au génie des peuples nouveaux qu'on ne saurait les introduire dans leur sein. Il y a de bons penchants et de mauvais instincts qui étaient étrangers au premier et qui sont naturels au second. Des idées qui se présentent d'elles-mêmes à l'imagination des uns et que l'esprit des autres rejette. Ce sont comme deux humanités distinctes, dont chacune a ses avantages et ses inconvénients particuliers, ses biens et ses maux qui lui sont propres. Il faut donc bien prendre garde de juger les sociétés qui naissent avec les idées qu'on a puisées dans celles qui ne sont plus. Cela serait injuste, car ces sociétés, différant prodigieusement entre elles, sont incomparables. Il ne serait guère plus raisonnable de demander aux hommes de notre temps les vertus particulières qui découlaient de l'état social de leurs ancêtres, puisque cet état social lui-même est tombé, et qu'il a entraîné confusément dans sa chute tous les biens et tous les maux qu'il portait avec lui. Mais ces choses sont encore mal comprises de nos jours. J'aperçois un grand nombre de mes contemporains qui entreprennent de faire des choix entre les institutions, les opinions, les idées qui naissaient de la constitution aristocratique de l'ancienne société. Ils abandonneraient volontiers les unes, mais ils voudraient retenir les autres et les transporter avec eux dans le monde nouveau. Je pense que cela consume leur temps et leur force dans un travail honnête et stérile. Il ne s'agit plus de retenir les avantages particuliers que l'inégalité des conditions procure aux hommes, mais de s'assurer les biens nouveaux que l'égalité peut leur offrir. Nous ne devons pas tendre à nous rendre semblables à nos pères, mais nous efforcer d'atteindre l'espèce de grandeur et de bonheur qui nous est propre. Pour moi, qui, parvenu à ce dernier terme de ma course, découvre de loin, mais à la fois, tous les objets divers que j'avais contemplés à part en marchant, je me sens plein de crainte et plein d'espérance. Je vois de grands périls qu'il est possible de conjurer, de grands maux qu'on peut éviter ou restreindre, et je m'affermis de plus en plus dans cette croyance que, pour être honnête et prospère, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir. Je n'ignore pas que plusieurs de mes contemporains ont pensé que les peuples ne sont jamais ici-bas maîtres d'eux-mêmes et qu'ils obéissent nécessairement à je ne sais quelles forces insurmontables et inintelligentes qui naissent des événements antérieurs, de la race, du soi ou du climat. Ce sont là de fausses et lâches doctrines qui ne sauraient jamais produire que des hommes faibles et des nations pusillanimes. La Providence crée le genre humain ni entièrement indépendant, ni tout à fait esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme un cercle fatal dont il ne peut sortir. Mais dans ces vastes limites, l'homme est puissant et libre. Ainsi des peuples. Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur sein les conditions ne soient pas égales. Mais il dépend d'elles que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères.